Après que je l'ai trompé, mon mari n'a plus jamais posé la main sur moi. À partir de ce moment-là, nous avons passé les 18 années suivantes à vivre sous le même toit comme des étrangers qui partageaient simplement une adresse. Tout a fini par s'effondrer des années plus tard, lors d'un banal examen médical, peu de temps après mon départ à la retraite, quand mon médecin a prononcé une phrase qui a fait s'écrouler tout mon monde, là, dans la salle d'examen. « Docteur Evans, qu'en est-il de mes résultats ?» ai-je demandé, assise dans le silence aseptisé de son cabinet, tandis que mes doigts tordaient la lanière de mon sac sans que je m'en rende compte. La lumière du soleil filtrait à travers les stores et dessinait de fines bandes pâles sur les murs immaculés. La docteure Evans, une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées d'or, était assise devant son ordinateur. À cet instant, elle était concentrée sur l'écran, le front légèrement plissé tandis qu'elle examinait mon dossier. Elle leva les yeux vers moi, puis les baissa de nouveau, faisant défiler mes données médicales. « Madame Miller, vous avez 58 ans maintenant, c'est bien ça ?» demanda-t-elle doucement, même si le calme de sa voix me noua l'estomac. « Oui », répondis-je en m'efforçant de rester posée. « Je viens de prendre ma retraite. »« Il y a un problème ? Vous avez trouvé quelque chose ?» Elle marqua une pause, puis me regarda avec une expression difficile à décrypter. « Suzanne, dit-elle avec précaution, j'ai besoin de vous poser une question personnelle. Est-ce que vous et votre mari avez eu une vie intime normale au fil des années ? » Je sentis mon visage s'embraser instantanément. Cette question s'enfonça comme une aiguille dans la blessure la plus douloureuse et la mieux dissimulée que je portais depuis 18 ans. C'en était presque absurde. Michael et moi étions mariés depuis 30 ans, et pourtant, pendant plus de la moitié de ce temps, nous avions vécu comme de parfaits inconnus. Tout avait commencé à l'été 2008. J'avais 40 ans. Lui aussi. Notre fils, Jake, venait de partir à l'université, et soudain la maison me parut vide d'une manière à laquelle je n'étais pas préparée. Elle n'était pas vide physiquement, mais sur le plan émotionnel et psychologique, elle sonnait creux. Michael et moi nous étions connus à l'université. Nous nous étions mariés juste après l'obtention de nos diplômes et nous avions glissé sans effort dans une vie confortable et prévisible. Il travaillait comme ingénieur dans une grande entreprise industrielle, et j'enseignais l'anglais au lycée du coin. Notre existence était stable et silencieuse, comme un verre d'eau tiède, pas de chaos, mais aucune étincelle non plus. Puis, le jour de mes 40 ans, j'ai rencontré Ethan. C'était le nouveau professeur d'art plastique, d'environ 5 ans plus jeune que moi, avec de fines rides au coin des yeux qui se creusaient lorsqu'il souriait. Il gardait toujours des fleurs fraîches dans un vase sur son bureau, fredonnait des airs inconnus en corrigeant des copies, et offrait son parapluie à quiconque se faisait surprendre par la pluie. Être près de lui me rappelait la personne que j'étais 20 ans plus tôt, celle qui pleurait en lisant de la poésie et restait des heures à contempler la lune, perdue dans ses pensées. Un après-midi, Ethan entra dans ma salle de classe en tenant une aquarelle représentant une colline couverte de fleurs sauvages. « Suzanne, qu'est-ce que tu penses de celle-ci » me demanda-t-il. « Elle est magnifique, répondis-je sincèrement, parce qu'elle l'était vraiment. »« Alors elle est à toi, dit-il en me la tendant. Puis il ajouta. « Je trouve que tu ressembles aux fleurs de ce tableau. Discrète en apparence, mais pleine de vie à l'intérieur. » Cette seule phrase a déverrouillé une partie de mon cœur que je croyais scellée à jamais. Après cela, nous avons commencé à parler de plus en plus, à discuter dans la salle des profs, à nous promener dans le petit jardin de l'école, à prendre un café dans un bistrot voisin. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Se sentir vu, vraiment vu et admiré, c'était comme une pluie qui pénètre une terre sèche et craquelée. Michael a fini par remarquer que quelque chose avait changé. « Tu travailles tard de plus en plus souvent », dit-il un soir depuis sa place habituelle sur le canapé. « Il y a beaucoup de choses en ce moment au lycée », répondis-je en évitant son regard, tandis que je me hâtais vers la chambre. Il n'insista pas. Il ne posa pas de questions. Il resta simplement là, baigné par la lueur silencieuse de la télévision. Ce silence me remplissait de culpabilité, mais étrangement, il me rendait aussi plus imprudente. Tout s'est brisé un week-end. J'ai dit à Michael que je devais assister à un atelier pédagogique, alors qu'en réalité, j'avais prévu de passer la journée à dessiner avec Ethan à la campagne. Nous sommes restés assis près d'un lac pendant des heures,
à parler d'art, de poésie et de la vie. Lorsque le soleil a commencé à décliner, Ethan a soudain pris ma main. « Suzanne, commença-t-il, mais sa voix fut interrompue. « Maman !» Je me retournai brusquement. Jake se tenait à quelques mètres, le visage pâle et déformé par la colère, et à côté de lui se trouvait Michael. Le visage de mon mari était impassible, mais son regard était rivé sur moi. Mon esprit s'est complètement vidé. Jake était rentré de l'université plus tôt que prévu pour me faire une surprise. Quand je n'ai pas répondu à son téléphone, il a demandé à Michael de l'emmener dans les endroits où il pensait me trouver. C'est ainsi qu'ils nous ont découverts, près du lac, Ethan et moi. À la maison, dit Michael à voix basse avant de se détourner et de retourner vers la voiture. Le trajet du retour fut étouffant de silence. Jake était assis à l'arrière, irradiant la déception et la colère, et chaque seconde me donnait l'impression qu'on enfonçait un couteau un peu plus profondément dans ma poitrine. Une fois arrivé, Michael dit à Jake d'aller dans sa chambre. Puis il s'assit sur le canapé du salon, alluma une cigarette et, enfin, me regarda. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il calmement, ce qui me terrifia bien plus que des cris. « Je suis désolé, » dis-je en tombant à genoux devant lui, les larmes coulant sans retenue. « J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. »« J'ai demandé depuis combien de temps ?» répéta-t-il d'un ton égal. « 3 mois, sanglotai-je. Mais il ne s'est rien passé. Je te le jure, on parlait seulement. »« Ça suffit, » dit-il en écrasant sa cigarette avant de se lever. « Suzanne, je te donne 2 options, poursuivit-il. Première option, on divorce, et tu pars sans rien. Deuxième option, on reste mariés, mais à partir d'aujourd'hui, on n'est plus que colocataires. » Je le fixai, totalement abasourdi. « Jake a toute la vie devant lui, » dit-il froidement, comme s'il négociait un contrat. « Je ne veux pas que ça l'affecte. Et un divorce ne ferait pas bonne impression pour ton travail non plus. Voilà mon choix, conclut-il. Si tu ne l'acceptes pas, on divorce. » J'accepte, murmurai-je d'une voix tremblante. C'était fini. Il entra dans notre chambre, prit son oreiller et une couverture, et les jeta sur le canapé. « À partir de maintenant, je dors ici, dit-il. Ta vie t'appartient, mais devant notre fils et devant tout le monde, tu te comporteras comme une épouse normale. » Cette nuit-là, je suis restée seule dans notre grand lit, à l'écouter se retourner sur le canapé dans la pièce d'à côté. Je m'attendais à des cris, des accusations, peut-être même à de la violence. Mais rien de tout cela n'est arrivé. À la place, il m'a complètement effacée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que certaines punitions sont bien plus cruelles qu'un divorce. Le lendemain matin, Michael est parti travailler comme si rien ne s'était passé. J'ai appelé le lycée pour me faire porter malade, incapable d'affronter Ethan. Je lui ai envoyé un seul message, « Je suis désolée. On ne peut plus se voir. » Il a répondu par un seul mot, « D'accord. » Ainsi s'est terminée mon histoire avec Ethan et mon mariage aussi. Les années suivantes, Michael et moi avons vécu dans une trêve glaciale étendue. Il préparait le café chaque matin sans m'adresser la parole. Il rentrait à l'heure, mais s'enfermait dans son bureau jusqu'à ce que je m'endorme, puis seulement revenait s'allonger sur le canapé. Quand Jake est rentré pour les vacances de Noël, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le dîner, forçant un ton enjoué dans ma voix. Il me lança à peine un regard avant de marmonner. Peu importe, puis il s'enferma dans sa chambre. Ce Noël-là fut glacial, dans tous les sens du terme. Au dîner, nous étions assis tous les 3 dans un silence pesant, le seul bruit venant d'un film de fête qui passait doucement à la télévision. « Jake, reprends un peu de dinde, » dis-je en tendant la main vers son assiette, en m'efforçant d'avoir l'air normal. Il recula son assiette sans lever les yeux. « Papa, comment ça se passe au cabinet ?» demanda-t-il sèchement, m'ignorant complètement. « Bien, » répondit Michael, sans chaleur. « Tant mieux, » dit Jake en reposant sa fourchette. « J'ai assez mangé. Je vais dans ma chambre. » En regardant mon fils s'éloigner, les larmes revinrent avant même que je puisse les retenir. « Arrête de pleurer, » dit Michael d'un ton plat. « Garde ton énergie. On va chez ta mère demain. » Je m'essuyai les yeux tandis qu'une prise de conscience glaciale s'installait en moi.
C'était donc ça, ma vie désormais, faire semblant d'être une famille heureuse aux yeux du monde, tout en vivant comme des étrangers une fois les portes closes. Les années ont passé, figeant notre relation comme prise dans la glace. En 2011, Jake a terminé son master et accepté un poste à Chicago. Avec le départ de notre fils, la maison est devenue encore plus vide, encore plus froide. J'ai tout essayé pour réparer ce que j'avais brisé. J'ai appris à cuisiner les plats préférés de Michael, je lui ai offert des cadeaux d'anniversaire soigneusement choisis, je restais éveillée tard avec des encas pour l'attendre lorsqu'il travaillait jusque tard. Rien n'y faisait. Il restait distant, impassible, comme si tous mes efforts se heurtaient à un mur et retombaient aussitôt au sol. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça », me dit-il un soir, la voix froide et détachée. « On joue un rôle. Tu le sais, n'est-ce pas ? » « Mais je veux me racheter, » répondis-je, la gorge nouée. « Certaines choses ne se réparent pas, » m'interrompit-il. « Suzanne, je t'ai donné une issue respectable. Vis ta vie et ne me fais pas regretter ma décision. » À cet instant, tout est devenu clair. Il ne me détestait pas. Il avait enfoui cette haine si profondément qu'elle s'était transformée en quelque chose de plus froid encore que la colère. En 2013, Jake a épousé une femme douce et bienveillante prénommée Sarah. Au mariage, Michael et moi nous tenions côte à côte, souriant, riant, prononçant des discours comme le couple parfait. « Vos parents ont un mariage tellement merveilleux », nous dit un invité. Michael passa son bras autour de mes épaules, son sourire impeccable, convaincant. Mais sa main était raide et inerte dans mon dos, froide comme la pierre. Plus tard, une fois seul dans la chambre d'hôtel, il retira son bras dès que la porte se referma. « C'était épuisant, non » lança-t-il d'un ton tranchant. « Oui » répondis-je en m'asseyant au bord du lit, submergé par l'absurdité de la situation. « Michael, combien de temps encore allons-nous faire semblant ? » « Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, » dit-il en retirant sa veste avant de s'allonger sur le canapé. « J'y suis habitué. » Ces mots « habitués » me transpercèrent comme une lame. En 2015, notre petit-fils Noah est né. Michael lui a donné son prénom. Avec un petit enfant dans nos vies, nous avions soudain quelques sujets, sûrs, pour échanger. Nous parlions des progrès de Noah, choisissions des jouets pour lui, et rions même ensemble pendant les appels vidéo. Noah, murmurai-je à l'écran, complètement attendri. Il ressemble exactement à Jake au même âge, dit un jour Michael à côté de moi. C'était la première remarque personnelle qu'il me faisait spontanément depuis des années. Vraiment ? Demandai-je prudemment, testant l'instant. Jake souriait autant bébé ? Oui, répondit-il en hochant la tête, avant de retomber dans le silence. Malgré tout, ce bref échange ralluma une minuscule étincelle d'espoir. Je commençais à croire que le temps pouvait peut-être tout réparer. Qu'il restait peut-être une chance pour nous. Je me trompais. À Thanksgiving cette année-là, la famille de Jake est venue séjourner chez nous. Pour une fois, la maison semblait chaleureuse, presque normale. « Maman, papa, vous allez bien tous les deux ? Niveau santé, je veux dire, » demanda Sarah avec sincérité. « Très bien, » répondis-je avec un sourire collé à mon visage. « Tant mieux, » dit-elle en nous regardant tour à tour. « Honnêtement, je vous ai toujours admiré. Marié depuis si longtemps et toujours aussi amoureux. » Avant que je puisse répondre, Jake abattit sa fourchette sur son assiette. « Maman, arrête de faire semblant, » dit-il froidement. « Sarah ne le sait pas, mais moi si. Vous n'êtes plus mari et femme depuis des années. Vous jouez la comédie. » La pièce devint complètement silencieuse. « Jake, » prévint Michael à voix basse. « Non, papa, toi aussi arrête, » répondit Jake en se levant. « J'ai 28 ans, je ne suis plus un enfant. Tu as la moindre idée de ce que ça fait d'observer ça depuis toutes ces années ? Tu crois que je ne voyais rien ? » Sarah, horrifiée, lui attrapa le bras. « De quoi tu parles ? » demanda-t-elle. « Je suis désolée, » dit Jake en se tournant vers elle. « Je t'ai caché la vérité. Le mariage de mes parents est un mensonge. Ils sont restés ensemble pour les apparences. » « Jake, » dis-je en me levant, les larmes débordant. « Maman, ne pleure pas, dit-il doucement. Je sais que tu regrettes.
Je sais que tu essaies de te racheter depuis des années. Puis il se tourna vers Michael. Mais papa, toi alors? Est-ce que tu as été heureux? Tu y as déjà pensé? Je n'avais pas de réponse. À quoi bon vivre comme ça? Demanda Jake en nous regardant tour à tour. Ce serait mieux de divorcer et de recommencer à zéro. Papa n'a que 47 ans. Toi aussi, maman. Vous avez encore toute la vie devant vous. Ça suffit, dit Michael en se levant. Termine ton repas. Ce dîner de Thanksgiving s'acheva dans un silence lourd. Les paroles de Jake ne m'ont plus quitté après cette soirée. Il avait raison. Qu'est-ce que nous faisions vraiment, à part nous faire lentement du mal? Malgré tout, l'idée du divorce me terrifiait. J'avais peur de perdre le peu de famille qui me restait et de perdre Michael, même si tout ce qu'il m'offrait n'était que distance et froideur. En 2017, j'ai eu 50 ans. Le lycée m'a organisé une petite fête dans la salle des professeurs. « Suzanne, comment ça se fait que ton mari ne soit pas là ?» demanda une jeune collègue. « Il est coincé au travail », répondis-je avec un sourire mécanique, alors que ma poitrine me faisait mal. La vérité, c'est que Michael ne savait même pas que c'était mon anniversaire. Cela faisait des années qu'il ne le mentionnait plus. Quand je suis rentrée ce soir-là, j'ai vu une assiette posée sur la table de la cuisine, avec 2 pancakes encore chauds. « Mange », dit Michael en sortant de la cuisine. « C'est pour ton anniversaire. » Je fixai l'assiette. C'étaient mes préférés, des pancakes au beurre et aux myrtilles. Les larmes me montèrent instantanément aux yeux. « Tu t'en es souvenu ?» demandai-je doucement. « Je me souviens juste de la date », répondit-il d'un ton neutre. N'y vois rien de plus. Mais je n'y arrivais pas. C'était la première chose qu'il préparait pour moi depuis plus de 10 ans. Michael, sanglotai-je. Est-ce qu'il reste une chance pour nous? Il resta silencieux longtemps, si longtemps que je crus qu'il ne répondrait jamais. Suzanne, dit-il enfin, certaines choses appartiennent au passé pour une bonne raison. Puis il se tourna et se dirigea vers son bureau. Ils vont refroidir si tu attends, ajouta-t-il. Je m'assis à la table et mangeai chaque bouchée de ces pancakes. Ils avaient un goût salé, et je ne savais pas si cela venait de la pâte ou de mes larmes. Notre 30e anniversaire de mariage arriva en 2018. Jake insista pour qu'on le célèbre. 30 ans, c'est les noces de perles, maman. C'est important, dit-il. Il réserva une table dans un bon restaurant. Au dîner, Sarah tenait Noah dans ses bras lorsque Jake se leva, son verre à la main. « À papa et maman, dit-il. Merci pour tout ce que vous avez fait ces 30 dernières années. Puissiez-vous être toujours aussi heureux ensemble. » Michael et moi avons entrechoqué nos verres et bu une gorgée. « Jake, la vérité, c'est que ta mère et moi, » commença Michael. « Papa, je sais, » l'interrompit Jake. « Mais quoi qu'il se soit passé entre vous deux, » poursuivit Jake, « dans mon cœur, vous restez les 2 personnes les plus importantes de ma vie. » Michael ne répondit pas. Il se contenta de lever son verre et de boire son vin en silence. Ce soir-là, une fois rentrés, nous avons repris nos places habituelles, moi seul dans la chambre, Michael allongé sur le canapé. La porte fermée entre nous me parut plus lourde que jamais, comme un rappel concret, presque physique, de la distance qui séparait nos vies depuis des décennies. Michael, appelai-je doucement dans l'obscurité. Oui, répondit sa voix depuis le salon. 30 ans, dis-je d'une voix fragile et tremblante. Est-ce que tu m'as détesté pendant tout ce temps? Le silence s'étira si longtemps qu'il devint insupportable. Je ne te déteste pas, finit-il par dire. Je suis juste fatigué. Fatigué. Ce mot faisait bien plus mal que la haine. Je suis désolé, murmurai-je, les larmes coulant sur mes tempes. Ne dis pas ça, lança-t-il sèchement, la voix soudain plus forte. C'est du passé. Mais l'était-ce vraiment? Quand la pandémie a frappé en 2020, Michael et moi étions tous les 2 à la retraite, coincés ensemble dans la maison. Durant ces mois-là, nous nous sommes vus plus que pendant toute la décennie précédente. Nous cuisinions côte à côte, regardions les informations, suivions ensemble la montée des chiffres. Pendant un court instant, on aurait presque dit que nous étions de nouveau un vrai couple.
N'oublie pas ton masque, disait-il avant de partir faire les courses. Je restais sur le pas de la porte à le regarder s'éloigner, ce petit geste du quotidien remplissant ma poitrine d'un espoir fragile. Peut-être que nous pouvions recommencer. Je me trompais. Un soir, j'ai préparé un dîner spécial et ouvert une bouteille de vin. « C'est quoi l'occasion ?» demanda Michael en s'asseyant à table. « Il n'y en a pas », répondis-je en lui servant un verre. « J'avais juste envie de passer un bon dîner avec toi. » Il me regarda brièvement, puis but une gorgée lente. « Michael, dis-je après avoir pris une profonde inspiration, est-ce qu'on peut vraiment réessayer, cette fois ?» Il reposa son verre et me fixa, un sourire amer aux lèvres. « Réessayer ?» murmura-t-il. « Suzanne, tu crois vraiment que la vie fonctionne comme un jeu vidéo, avec un bouton, redémarrer ? Je sais que j'ai eu tort, commençai-je. Tu as eu tort, me coupa-t-il. Tu as la moindre idée de ce que ces 18 dernières années ont été pour moi ? Dormir sur ce canapé chaque nuit, t'entendre respirer dans la pièce d'à côté, me demander pourquoi je continuais à m'infliger ça. Alors pourquoi tu n'as pas divorcé ? Criai-je. Parce que je ne voulais pas faire de mal à Jake. Parce que je ne voulais pas devenir le sujet des ragots de la ville. Parce que je ne voulais pas que tu sois humilié à ton travail, répondit-il, les yeux rougis. Mais toi, est-ce que tu as seulement pensé une seule fois à ce que je ressentais ? À ce que ça me faisait, à mon cœur, de te voir avec cet homme ? Je suis désolée, répétais-je sans cesse. Tellement désolée. Arrête de dire ça, dit-il en se levant. Continuons simplement comme ça. Ça va très bien. Cette nuit-là, j'ai jeté tout le dîner à la poubelle avec le dernier reste d'espoir auquel je m'accrochais encore. En 2024, Noah avait 9 ans. Jake et sa famille venaient plusieurs fois par an, et son énergie redonnait vie à notre maison silencieuse et vide. « Mamie, demanda Noah un après-midi en grimpant sur mes genoux, comment étiez-vous, papy et toi, quand vous étiez jeunes ? Quand nous étions jeunes, dis-je en lui caressant les cheveux, papy était très beau, et mamie très jolie. Comment vous vous êtes rencontrés ? À l'université ? Je souris. Papy a longtemps poursuivi mamie avant qu'elle ne cède. Est-ce que papy aime encore mamie maintenant ? La question me prit complètement au dépourvu. Bien sûr que oui, répondis-je avec un sourire crispé. Pourtant, je crois que papy n'aime pas beaucoup mamie, dit Noah pensivement. Il ne te tient jamais la main, et vous ne dormez pas ensemble. Noah, intervint doucement Sarah en s'approchant, on ne dit pas ce genre de choses. Je ne mens pas, insista Noah. Les gens qui s'aiment se tiennent la main et se font des câlins. Allez, c'est l'heure des devoirs, dit rapidement Jake en emmenant son fils. Je restais assise sur le canapé, la poitrine creuse et douloureuse. Si un enfant de 9 ans pouvait le voir, alors il n'y avait plus de vérité à nier. En 2025, j'ai eu 58 ans. Mon ancien district scolaire a organisé un bilan de santé pour les enseignants retraités, et je me suis inscrite pour un examen complet analyse sanguine, radiographie et échographie. Vous êtes en excellente forme, Madame Miller, dit l'infirmière en souriant. Peut-être un peu anémiée. Essayez de manger plus d'épinards. J'ai apporté les résultats à ma gynécologue, la docteure Evans. Elle étudia mon dossier, les sourcils se fronçant lentement. « Suzanne, j'ai besoin de te poser une question personnelle, dit-elle en levant les yeux. Est-ce que toi et ton mari avez eu une vie intime normale au fil des années ? » La question me fit rougir violemment. « Est-ce que ça a un lien avec mon examen ? » demandai-je. « Oui, répondit-elle en désignant l'écran. Je vois certains indicateurs anormaux. Si tu te sens à l'aise, peux-tu m'en dire plus ? J'hésitai, puis finis par dire la vérité. Mon mari et moi n'avons pas été intimes depuis 18 ans. La docteure Evans parut surprise, puis elle expira lentement. 18 ans ? Répéta-t-elle en retirant ses lunettes. Suzanne, tu te rends compte de l'impact physique que cela peut avoir ? Non, avouai-je à voix basse. Une absence prolongée d'intimité peut provoquer des déséquilibres hormonaux, affaiblir le système immunitaire et même augmenter le risque de certaines maladies, expliqua-t-elle doucement. Et sur le plan émotionnel, cela pèse lourdement sur la santé mentale.
Je baissai les yeux vers mes mains, me sentant mise à nu et honteuse. Suzanne, puis-je te demander pourquoi, dit-elle avec douceur. C'est ma faute, lâchai-je. Je l'ai trahi. Elle me regarda avec compassion et nota quelque chose sur son clavier. Je comprends, dit-elle. Suzanne, je dois faire un examen plus approfondi. As-tu du temps aujourd'hui? Oui, répondis-je aussitôt. Alors suis-moi. Je la suivis dans la salle d'examen et m'allongeai sur la table froide. Elle fit glisser lentement l'appareil sur mon abdomen, les yeux rivés à l'écran. Soudain, elle se figea. Suzanne, dit-elle, la voix très légèrement tremblante, as-tu déjà subi une intervention gynécologique? Non, répondis-je immédiatement, le cœur s'emballant. Jamais. Pourquoi? Elle ne répondit pas et poursuivit l'examen en silence. Après ce qui me sembla une éternité, elle posa l'appareil. Tu peux te rhabiller, dit-elle. Parlons-en dans mon bureau. Une fois assise, elle me tendit un verre d'eau. Suzanne, je dois te dire quelque chose, dit-elle en prenant une profonde inspiration. L'examen montre des signes indiquant que tu as subi une intervention chirurgicale sur l'utérus. C'est impossible, m'exclamai-je, la voix montant. Je n'ai jamais été opérée. Les résultats sont très clairs, répondit-elle calmement. Elle afficha les images à l'écran. Tu vois cette zone ici? C'est du tissu cicatriciel, et il ne laisse aucun doute. Elle marqua une pause, son expression se faisant plus grave. Et d'après l'emplacement et la forme de ces cicatrices, cette intervention remonte à de nombreuses années. Elle me regarda droit dans les yeux. Suzanne, es-tu absolument certaine de ne te souvenir de rien de ce genre? Mes pensées se mirent à tourner à toute vitesse. Une opération? Quand? Comment? Est-ce que ça pourrait être une erreur? Demandai-je, m'accrochant au dernier espoir qui me restait. Non, dit-elle en secouant la tête. Les images sont trop nettes. Ce n'est pas une erreur. Suzanne, dit doucement la docteure Evans, je pense que tu devrais rentrer chez toi et réfléchir très sérieusement à tout ça. Si tu peux, parlant peut-être à un membre de ta famille. Je suis sortie de l'hôpital comme dans un brouillard, ces paroles tournant en boucle dans ma tête. Une opération. Du tissu cicatriciel. Il y a de nombreuses années. Puis, soudain, un souvenir a traversé le voile. En 2008, après que toute l'histoire avec Ethan a éclaté, j'avais traversé une période d'angoisse intense. Je ne dormais plus et je dépendais des somnifères pour passer les nuits. Un matin, je me suis rappelé m'être réveillée avec une douleur sourde dans le bas-ventre. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de simples crampes et je n'y avais pas repensé. Mais maintenant, plus j'y réfléchissais, plus un malaise grandissait en moi. Et si tout était lié? Mon inquiétude devint si forte que je ne pus plus rester immobile. J'ai arrêté un taxi et je suis rentrée chez moi précipitamment. Michael était assis dans le salon, en train de lire le journal. « Tu es déjà rentré ?» dit-il sans lever les yeux. « Michael, » dis-je en me plaçant devant lui. « J'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. » Il leva enfin les yeux, le front se plissant d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?» En 2008, demandai-je d'une voix tremblante, est-ce que j'ai subi une opération? Toute couleur disparut instantanément de son visage. Il se leva d'un bond, et le journal glissa de ses mains pour tomber au sol. Mon cœur se serra brutalement. Donc c'était vrai. J'avais été opérée et je ne le savais même pas. Quelle opération? Demandai-je, à bout. Pourquoi je ne me souviens de rien? Michael se détourna, le dos raide, les épaules secouées comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Tu veux vraiment savoir? Demanda-t-il à voix basse. Dis-le-moi, criai-je presque. Il resta silencieux un long moment. Puis, juste quand je pensais qu'il ne dirait rien, il se retourna brusquement, les yeux rougis, à vif. Cette année-là, dit-il d'une voix brisée, après que j'ai découvert ta liaison, une nuit, tu as pris trop de somnifères. Mon souffle se bloqua. Je t'ai emmené d'urgence à l'hôpital pour qu'il te lave l'estomac, continua-t-il. Pendant les examens, le médecin a découvert que tu étais enceinte. La pièce sembla basculer.
Ma tête bourdonnait, comme si j'allais m'évanouir. Enceinte ? Murmurai-je. Je l'avais été. De qui était l'enfant ? Demandai-je, incapable de prononcer correctement les mots. Michael laissa échapper un rire brisé, sans la moindre trace d'humour. Le médecin a dit que tu étais enceinte d'environ 3 mois, dit-il, les larmes coulant enfin. Suzanne, tu peux faire le calcul. Ça faisait 6 mois qu'on ne s'était pas touché. Mes jambes cédèrent, et je m'effondrai sur le canapé. 3 mois de grossesse. Aucune intimité depuis 6 mois. L'enfant était celui d'Ethan. J'avais réellement été enceinte. Et, le bébé ? Demandai-je d'une voix creuse. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Michael ferma les yeux, les larmes ruisselant sur son visage. J'ai demandé au médecin de pratiquer une IVG, dit-il, sa voix semblant remonter d'un endroit sombre et douloureux. Pendant que tu étais inconsciente, j'ai signé les formulaires de consentement. J'ai fait enlever l'enfant. Mon esprit s'est vidé. Je portais l'enfant d'Ethan et Michael avait mis fin à la grossesse pendant que j'étais inconsciente. Comment as-tu pu ? Murmurai-je. Comment j'ai pu ? Rugit soudain Michael. Tu oses vraiment me poser la question ? Suzanne, tu portais l'enfant d'un autre homme. Tu voulais que je fasse quoi ? Te laisser l'accoucher ? Laisser le monde entier savoir que ma femme m'avait trompée et était enceinte d'un autre ? Ces mots me transpercèrent, chacun comme une lame. Mais c'était une vie, dis-je faiblement. Une vie ? Ricana Michael. Quand tu me trompais, est-ce que tu as pensé une seule fois à la vie de notre famille ? Quand tu étais avec lui, t'es-tu demandé ce que ça ferait à Jack ? S'il avait besoin d'un foyer stable et entier ? Je n'avais rien à répondre. Il avait raison. C'était ma faute. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Sanglotai-je. Pourquoi me l'avoir caché ? Te le dire, dit Michael en essuyant ses larmes. Te le dire pour que tu culpabilises ? Pour que tu souffres ? Ou pour que tu me haïsses ? Je ne t'aurais pas haï, dis-je désespérément. Si, me coupa-t-il. Tu m'aurais détesté pour t'avoir privé de ton droit d'être mère. Tu m'aurais détesté pour avoir pris cette décision pendant que tu étais inconsciente. Alors je ne t'ai rien dit. Je pensais que tu ne le saurais jamais. Je pensais que ce secret s'effacerait avec le temps. Mais je le sais maintenant. Hurlai-je. Je le sais. Tu m'entends ? Je le sais. Michael me regarda avec une expression qui me brisa le cœur, une douleur mêlée à une fatigue profonde. Oui, murmura-t-il. Maintenant tu sais. Il inspira lentement. Alors maintenant quoi ? Demanda-t-il. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux me détester ? Tu veux me pardonner ? Il s'approcha, sa voix montant à chaque question. Ou tu veux aller voir cet homme et lui dire que tu as porté son enfant ? Non, dit-il soudain en se détournant. Certaines choses doivent rester dans le passé. Fais comme si tu ne savais pas, on peut continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas, criai-je. Je ne peux plus faire semblant. Alors qu'est-ce que tu veux ? Lança-t-il en se retournant brusquement. Un divorce ? Très bien. On y va maintenant, on dépose les papiers. Je me figeai. Un divorce. C'est vraiment comme ça que tout allait se terminer ? À ce moment précis, le téléphone de Michael sonna. Il décrocha, et son visage changea instantanément. Quoi ? Mon cœur se serra. D'accord. On arrive tout de suite, dit-il avant de raccrocher. Il se tourna vers moi, livide. Jack a eu un accident de voiture, dit-il. Il est au bloc opératoire. Tout le reste disparut. Je me précipitai derrière Michael tandis qu'il sortait en trombe. Sur la route, ses mains agrippaient le volant, les jointures blanches. Il ira bien, dis-je d'une voix tremblante. Jack ira bien. Michael ne répondit pas. Il accéléra encore. À l'hôpital, Sarah se tenait devant les urgences, tenant Noah dans ses bras, le visage ravagé par les larmes. « Maman !»« Papa !» sanglota-t-elle en nous voyant.
Jake, il a été renversé par une voiture en sauvant un petit garçon qui avait couru sur la route. Mes jambes faillirent céder. Michael me rattrapa, puis alla aussitôt parler au chirurgien. « Docteur, dit-il avec urgence, comment va mon fils ?» Le médecin baissa son masque, l'air grave. « Il est dans un état critique, répondit-il. Nous faisons tout notre possible. » Puis il hésita. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Il a perdu beaucoup de sang et a besoin d'une transfusion immédiate. Il a un groupe sanguin rare, et nos réserves sont faibles. » « Rare ?» répéta Michael. « Quel groupe ? » B négatif, répondit le médecin. C'est peu fréquent. Est-ce que quelqu'un dans la famille a ce groupe ? Un don direct serait l'option la plus rapide. Michael et moi nous sommes regardés. Je suis au positif, dit Michael. Moi aussi, murmurai-je. Le médecin feuilleta le dossier de Jake, puis s'arrêta net. Attendez, dit-il lentement. D'un point de vue génétique, si les deux parents sont de groupe O, il est impossible qu'un enfant soit de groupe B. L'air du couloir devint glacé. Je me tournai vers Michael. Son visage était devenu totalement blanc. « Vous êtes certain d'être tous les deux O ? demanda le médecin, perplexe. « Certain ? répéta Michael d'une voix à peine audible. Le médecin fronça les sourcils, prêt à ajouter quelque chose. Quand les portes du bloc opératoire s'ouvrirent brusquement. « Nous avons besoin d'un membre de la famille tout de suite. » lança une infirmière. « L'état du patient est critique. Il nous faut du sang immédiatement. Je vais recontacter la banque du sang. » Michael stared at me like he was someone and never me before. A bad dream, et repeated slowly. You thought sleeping with my best friend was a dream? He didn't know, he sobbed. Michael, I swear to you he didn't wake up thinking he betrayed you. He woke up thinking he humiliated himself by drinking too much. He buried it. He pushed it so far down he forgot it was even real. You forgot, et said Worsley. But my whole life was built on it. Jake lay silently between us, eyes closed again, his chest rising and falling with effort. The machine hummed, indifferent to the wreckage of our family. Michael looked at his son no, the boy he had raised his son for a long, hashing moment. Then something in him shifted. He walked to the bedside and gently took Jake's hand, careful of the 4 lines. You listen to me, he said, his voice breaking but steady enough to stand on. Biology doesn't erase 30 years. Jake's eyes fluttered open. I'm sorry, Dad, he whispered. He didn't want you to find out like this. Michael shook his head, tears streaming freely now. You didn't do anything wrong, he said. Not then. Not now. He should have told you he knew. Jake frowned weakly. You knew? Michael nodded once, swallowing hard. He found the test years ago, he admitted. He pretended he didn't understand it. He told me self number didn't matter. So you stayed? Jake asked softly. Instead, Michael said. Because you were mean in every way that mattered. A key tore out of me. For decades, he believed Michael stayed because of duty, shame, stubbornness. He'd been wrong. He stayed because he loved Jake more than he hated me. The doctor cleared his throat gently. He really does need rest. Michael squeezed Jake's hand one last time. I'm not going anywhere. You focus on getting better. When we stepped back into the hallway, the silence between Michael and me was no longer cold. It was scorched. You want the truth, he said flatly. All of it. No more buried memory. No more he don't know. I'll tell you everything, he said, my voice barely holding together. Whatever you want to know. He looked at me then not with anger, not even with betrayal. With finality. After Jake recovered, he said, we are done living in limbo. My chest tightened. You mean?
I mean we stop pretending, he said. One way or another. Divorcing in the air between us, heavy and unavoidable. But so did something else. Grief. Truth. And the strange, fragile relief of secret finally dragged into the light. For the first time in 30 years, there was nothing left to hide. And somehow, that terrified me more than losing him ever had. He smiled on cue. Michael slipped an arm around my waist, his hand resting lightly, carefully, like he was touching something fragile he didn't want to acknowledge. Thank you, he said politely, his voice smooth and practiced. We are very lucky. Lucky. The word echoed in my head a laughter swelled around us that night. After everyone had gone to bed and the house finally felt quiet, he stood alone in the kitchen rinsing dish that didn't need to be washed. He just needed something to do with my hand. He heard a footstep behind me. You don't have to do that, Michael said. No, he replied softly. He just. He nodded once, half understanding without caring to hear the rest. For a moment, we stood there in the dim light, the same kitchen where we danced barefoot while dinner burned on the stove, where Jake had learned to ride a bike in the driveway just outside, where our life had happened. I'm going to bed, he said. Good night, he answered. He paused at the doorway. Susan, he said, not turning around. Yes. He meant what he said. This is how it has to be. You know, he said. He left. He stood there long after the sound of his door closing faded, pressing my palm flat against the counter to steady myself. That night, he dreamed of a wedding. Not worse but the one that never really happened. He stood in a white dress that felt too heavy, too tight, watching Michael at the altar. He was young again, smiling with that open, trusting face he hadn't seen in decades. Behind him stood Mark. He looked straight at me and smiled. He walked with a gasp, my heart racing, my body slick with sweat. For the first time, he understood something with brutal clarity. Michael hadn't just lost a marriage. He'd lost his past, every memory now poison, every milestone rewritten with dew. And he was the one who had done that. Weeks passed. Life resumed its rhythm. Michael returned to his volunteer work. He went back to my book club. We attended family dinner, school recital, birthday party. Everyone saw what they wanted to see. A devoted couple. Pro grands-parents. A family that had weathered the storm and come out stronger. Only at night, when the house was dark and quiet, did the truth breathe. One evening, Noah climbed into my lap with a book. Grandma, he said sleepily, why don't you and Grandpa hug anymore? My throat closed. We do, he said gently. Just, not a much. He frowned, thinking hard. Grandpa hugged me hello, he said. He looked sad sometimes. You know, he whispered, kissing his ear. That night, he found Michael sitting alone in the living room, staring at nothing. Michael, he said softly. He didn't answer, but he didn't tell me to leave it there. He won't ask for forgiveness, he said. You know he don't deserve it. He finally looked at me. But he want you to know something, he continued. If staying like this ever become too much, if you need to walk away completely, he won't stop you. His jaw tightened. He already walked away, he said quietly. He just never left the house. Something inside me cracked then, not loudly, not dramatically. Just a small, final break. He nodded. He understand. He looked at me for a long moment, as if searching for something he no longer expected to find. Then he stood and went to bed. He stayed behind, alone with the weight of 30 years. He used to believe love meant being chosen. Now he knew better. Sometimes, love is simply staying. Even when everything else is gone.
Michael sourit et passa un bras autour de mes épaules, d'un geste si fluide, si bien rodé, que personne n'aurait pu le remettre en question. Oui, dit-il tranquillement. C'est elle. Celle qu'il me faut. Je me penchai contre lui, respirant cette odeur familière et légère de tabac sur sa chemise. Il s'était remis à fumer. Son bras était ferme, rassurant, mais je savais qu'il n'était pas là pour me réconforter. Il servait à soutenir un monde déjà en train de se fissurer. Au dîner de Noël, Jake se leva et leva son verre. « Maman, papa, dit-il, la voix chargée d'émotion, merci pour tout ce que vous avez fait pour cette famille. » Il nous regarda, les yeux brillants. « Je vous aime. » Michael leva son verre et le vida d'un trait. Je pris une gorgée de vin, mais elle me brûla la gorge et me fit tousser. Michael se pencha vers moi et me frotta doucement le dos. Le geste était tendre, mais son regard était ailleurs, fixé sur quelque chose de très loin, bien au-delà de la pièce. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Certaines punitions ne prennent pas la forme de cris ou de silence glacé. Certaines punitions sont un vide calme. Il se tenait juste à côté de moi, et pourtant il était déjà à une distance impossible à combler. Après les fêtes, nous sommes retournés à Chicago. La vie a repris son cours, dans une apparence de calme jusqu'à un après-midi de mars. Michael m'a appelé dans le bureau. « Suzanne, assieds-toi, dit-il. Il faut qu'on parle. » Je me suis assise, le cœur battant. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, dessinant des ombres sur son visage. « J'ai réservé un vol pour l'Oregon pour la semaine prochaine, dit-il d'un ton égal. « Seul ? » Mon estomac se noua. « Pour combien de temps ? » « Je ne sais pas, répondit-il. « 1 mois. Peut-être plus. » Il me regarda, sans laisser transparaître la moindre émotion. « J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de réfléchir. »« Et la famille ? » demandai-je. « Jake va bien. Sarah est là pour Noah. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Prends soin de toi. » Je savais ce que c'était. Pas un divorce. Pas une rupture franche. Mais une disparition lente et silencieuse. Depuis le moment où il avait appris la vérité, il s'éloignait peu à peu. « Michael, dis-je en le retenant alors qu'il se dirigeait vers la porte, si je pouvais revenir à la veille du mariage, je... »« Ne fais pas ça, m'interrompit-il, la fatigue pesant dans sa voix. En 30 ans, tu as trop souvent dit « si ». Le temps ne recule pas. Il avance seulement. Les erreurs que nous avons commises, les dégâts que nous avons causés, ça fait partie de nous maintenant. Tout ce qu'on peut faire, c'est porter ça et continuer à avancer. Il arriva à la porte et s'arrêta sans se retourner. Quand je rentrerai, dit-il, on parlera de la suite. La porte se referma doucement derrière lui. Je restai assise dans le bureau, regardant ce bel après-midi de printemps pendant que les larmes coulaient sur mes joues. Je ne savais pas s'il reviendrait. Et je ne savais pas quel avenir il imaginait. Mais cette fois-ci, je ne suppliais pas pour être pardonnée. Je n'espérais plus effacer le passé. Il y a 18 ans, je croyais que la pire punition était de ne plus être touché, de vivre comme des étrangers sous le même toit. Je comprends maintenant que ce n'était que le début. La vraie punition, c'était la vérité une fois révélée, érigeant un mur qu'on ne pourrait jamais abattre. De chaque côté de ce mur se tiennent 2 personnes irrémédiablement transformées par le temps et les mensonges. Et pour le reste de ma vie, je paierai le prix d'une dette contractée il y a 30 ans. Que Michael revienne ou non. Quelle que soit la fin de notre histoire. C'est ici que la mienne s'arrête.